J'ai préféré aller au Japon parce que là-bas, la technicité dans la construction était beaucoup plus poussée. Je savais que tôt ou tard, je suis parti pour les études. Pas absence d'école chez moi, mais je rentre chez moi. Moi, je me rappelle, je passais mon diplôme d'architecte, de master. Quand il est parti, j'ai failli rater mon année. Seule l'architecture ne fait pas vivre son homme au Bénin. Ça, je le dis très clairement. Il faut avoir une activité connexe. Les banques aujourd'hui ne prêtent pas des taux intéressants, 15-20%. Moi, ce que je garde le plus du peuple japonais et qui me caractérise aujourd'hui, d'une part, c'est la rigueur et le souci du détail. Là où ça a été le plus difficile, c'est que quand vous arrivez sur un marché où la part de gâteau est fait 100, vous voulez arracher une partie du gâteau, vous tapez plus bas. J'ai pas de parrain aujourd'hui, je le dis haut et fort. Le Romaric qui est Romaric aujourd'hui, il s'est fait tout seul, je peux dire. Il faut savoir se vendre comme tu l'as dit. Il faut du marketing. Le but, c'est pas de rester que sur le marché béninois. Ouais, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique. La vie de l'employeur peut pas être la même vie que celle de l'employé. Mais au Bénin, quand vous faites quelque chose que tout le monde ne fait pas, directement, on voit le côté négatif. On dit, tu fais du show-off. Hello les rocks. J'espère que vous êtes solides. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve pour cette nouvelle exploration inspirationnelle. Notre invité du jour est un infatigable bâtisseur. Il a su rêver, oser créer un avenir brillant, construit sur les solides fondations que sont la passion, la détermination, l'innovation et l'ambition. Avec une vision structurée et une résilience en béton, Romaric Atoke est devenu une figure emblématique de l'architecture en Afrique. Parti du Bénin avec le désir d'apprendre et de se former, il a tracé son chemin à travers plusieurs pays. Après avoir étudié au Japon et travaillé en France, il a décidé de revenir sur le chantier du développement de notre continent pour redessiner le paysage architectural africain. Aujourd'hui, à la tête de Global Archiconsult, il multiplie les coups d'éclat, rafle des prix et distinctions ça et là, et est salué aux quatre coins du monde pour ses conceptions audacieuses, ses structures visionnaires et son engagement pour des édifices à la fois modernes et ancrés dans les réalités africaines. Je brûle d'impatience de vous faire découvrir ce parcours atypique et inspirant entre un défi et triomphe qui ne manquera pas, croyez-moi, de vous édifier et de raviver la flamme du rock que vous portez en vous. C'est parti. Romaric, bonjour. Bonjour Régis. Comment te portes-tu? Bien, merci. Comme un cherbe, et toi-même? Je suis en parfaite forme, comme je dis, et je suis plein de gratitude. Grande grâce. Absolument. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation à venir partager ton parcours sur notre émission pour que d'autres personnes puissent bénéficier justement de tout ce que tu as pu vivre, de tes conseils, mais également que au travers des difficultés que tu as rencontrées, des challenges aussi, on puisse voir aussi, je vais dire, l'envers du décor. Parce que généralement, les gens ne perçoivent que ce qui est visible. En dessous de l'iceberg, on ne voit pas toujours la souffrance, les difficultés, les sacrifices. Aujourd'hui, tu es en pleine ascension, il faut le dire, et c'est tout à ton honneur. Mais je voulais que ton parcours serve justement d'exemple. Mais on va te titiller un peu aussi. Alors, pour commencer, je voudrais déjà qu'on explore un petit peu les nœuds. Oui. D'accord? Quand on te voit aujourd'hui, on sent que tu es un passionné d'architecture. Ça, c'est pour ceux qui te découvrent. Bon, ça fait un petit moment quand même qu'on se connaît. Depuis que tu as un magazine, tu faisais pas mal de choses toujours en lien avec l'architecture. Est-ce que tu as toujours voulu faire ça? On a l'impression que ça te collait à la peau. Est-ce que tu as toujours voulu être architecte? Alors, c'est vrai que depuis mon plus jeune âge, j'ai voulu être architecte et cela a été incité par mon père qui est avocat. D'accord. Donc, ce qui a d'ailleurs fait qu'après mon BPC, j'ai dû intégrer le lycée technique Nibali. Ok. Où directement je suis rentré dans le domaine de l'architecture. Puis voilà, des simples bâtiments pour amorcer déjà par les études, cette carrière d'architecte. D'accord. Donc, globalement, ton père a construit avec toi à l'avance cette carrière. Exactement. Ah, c'est intéressant parce que généralement, on parle des difficultés d'orientation qu'il y a dans nos pays où jusqu'à présent, il y a pas beaucoup d'options pour pouvoir guider les plus jeunes à choisir leur voie. Toi, tu as eu la chance d'avoir un père qui t'a dit, tiens, tu devrais faire ça. Sur la base de quoi est-ce qu'il a estimé que ce serait intéressant pour toi? Est-ce que, avant même de te demander si tu étais d'accord depuis le départ, parce que parfois, il y a des hommes qui n'étaient pas d'accord au début et après qui disent merci. Mais avant de parler de ça, est-ce qu'il y a, je sais pas, des talents, des aptitudes,
dont tu faisais preuve montrent à l'époque qui ont orienté ton père vers cette option-là? Alors c'est vrai que depuis mon plus jeune âge, j'aimais dessiner, que je fais des dessins de bâtiments, de tout ce qui est manga. D'accord. Je m'y essayais déjà et je pense que je dessinais, enfin pas mal. T'as dit très bien, mais je dessinais, j'avais beaucoup dessiné. Et puis on avait l'habitude d'aller à la ferme et puis bon, j'étais l'un de ceux parmi les enfants qui étaient vraiment hardcore sur voilà tout ce qui était vraiment champêtre, je vais dire. Du coup, et en plus du fait que lui, il était dans un métier libéral, depuis nos 2 années, la famille il a dit bah tiens, il faudrait que le reste des enfants en soient dans les métiers libéraux. Okay. Pour l'un plus l'autre, c'était la bonne résultante en fait pour que voilà, j'ai pu s'enclencher ces études d'architecture, je veux dire que j'ai commencé au lycée comme je le disais tantôt. D'accord, ok. Donc la vision, ton père a eu une vision. Ça me fait penser au film parce que je l'ai revu récemment. C'est pour ça que ça lui fait penser certainement au film sur les sœurs Williams. Ah oui. Où on a Will Smith qui campe le rôle et on voit que le père, avant même que ne naissent les filles, avait un plan pour qu'elles deviennent des championnes de tennis. Il a déposé ça sur le berceau dans lequel elles devaient être accueillies et tout ça. Ça m'a tellement fasciné parce que nous on le fait aujourd'hui pour nos enfants en les associant bien sûr, mais c'est pas des choses qui étaient fréquentes à l'époque. Donc on va dire merci à ton papa d'avoir su d'avoir su montrer le chemin. Et du coup, lorsqu'il t'a dit Romaric, bon écoute, toi ça va être architecture. Est-ce que tout de suite t'as adhéré ou t'étais pas très chaud? Honnêtement, au début, qu'est-ce que t'as pensé de ça? Alors j'avoue que moi j'étais complètement chaud pour ça. J'ai adhéré, d'autant plus que mon jeune frère, lui, il est aujourd'hui géomètre expert. D'accord. Donc toujours dans le domaine de libération libérale. Donc lui, il a amorcé d'ailleurs dès la première année. Donc lui, il est allé au lycée Koulibaly bien avant moi. Donc j'ai adhéré et puis ça l'a pas raté. Brillamment, on a passé toutes les étapes, on a évolué jusqu'à ce que voilà, je sois qui je suis aujourd'hui. Ok, donc globalement, il y a un lien de confiance aussi avec entre le père et ses enfants qui ne se sont pas mis en rébellion ou quoi que ce soit. Vous avez compris que c'était un choix qui était forcément pour votre bien et vous avez suivi. Je pense que ça. Papa devait être un leader dans la famille. J'avoue, il faut ajouter que c'est un risque qu'il a pris parce que encore dans le domaine de tout ce qui est expert géomètre, il y avait des écoles qui formaient pour être géomètre expert. D'accord. Il y avait aucune école au Bénin. Il y en a toujours pas d'ailleurs. Alors on parle extérieur qui forment. Donc c'était un risque qu'il prenait. Mais voilà, on l'a amorcé et puis on s'en est bien sorti. Super, super. Alors, tu passes par le lycée, tu fais des études qui te préparent déjà à la suite. Une fois que tu finis le lycée, tu es passé par différents pays. Je voudrais que tu me parles un petit peu au niveau académique de ce chemin-là qui t'a mené du début jusqu'à maintenant pour que tu deviennes le Romaric qu'on connaît. Tu es passé par quel pays? Qu'est-ce que tu y as fait? Parle-nous un petit peu de ça, parce que les gens ne connaissent pas tout ça et c'est là qu'elle est généralement. Ben alors il faut dire que j'ai fait le lycée Koulibaly, donc j'ai commencé en seconde. Donc j'ai fait la seconde, la première, la terminale. Et en première déjà j'ai eu le CAP, donc le certificat d'aptitude professionnelle dans le domaine que j'avais amorcé, donc dessin plan bâtiment. Ok. Quand j'ai eu le CAP, ensuite en terminale j'ai passé le bac F4, donc c'était toujours un bac scientifique et le option génie civil. Donc ce bac je l'ai eu idéalement. Et suite à ça, il fallait faire quoi? Il fallait continuer les études d'architecture, les études supérieures. Et d'autant plus qu'il n'y en avait pas à Cotonou à ce moment-là, il fallait aller à l'étranger. Donc très tôt, mon père a fait le choix, on s'est penché dans un pays anglophone, donc Londres, pour continuer les études. Super. Sauf que apprendre l'anglais à Londres était beaucoup plus cher que l'apprendre au Canada. Ouais, le coût de vie. Exactement, juste pour apprendre l'anglais. Oui, absolument. Il était prêt à payer les cours de formation, donc les cours en architecture là-bas, mais les cours pour apprendre l'anglais, on se disait, bon, à Accra, ça faire, j'ai attendant ici. Exactement. Ouais. Donc c'est comme ça, j'ai déposé mes bagages à Accra. Ça, c'était en 2004. Ok. Allez, moi, je partais. Enfin, moi, je suis resté de 2003 à 2004. Ben, on s'est raté, alors. Donc, tu vois, après le Mac, donc, je suis allé à Accra, j'ai déposé mes valises en 2004. Donc, j'ai fait une année de langue d'abord, l'anglais. Mais le niveau n'était pas assez suffisant. Aussi, les cours, justement, à Londres, parce que j'avais passé les TOEIC et l'écrit n'était pas suffisant. Donc, j'ai dû continuer la deuxième année. Et c'est en continuant la deuxième année que, chemin faisant, il s'est rendu compte, en fait, ici, mon père, je veux dire, qu'il y avait les bourses qu'octroyait le Japon aux pays africains. D'accord. Dont le Bénin. D'accord. Donc, on n'en peut pas souvent parler. Enfin, je veux dire, des pays asiatiques,
On n'a pas souvent cette info, d'accord. On n'a pas souvent cette information-là, donc il a su ces bourses-là qui étaient ouvertes justement aux Béninois étudiants. Donc il m'a envoyé les informations, j'ai postulé. Il fallait passer en fait un examen écrit et oral. Donc il y avait les maths, il y avait le japonais, qui était facultatif, et l'anglais. D'accord. Et comme j'ai fait un bac F4, donc mathématiques, j'étais calé. L'anglais, j'étais calé. Le japonais étant facultatif, j'avais toutes les chances de mon côté. C'est ce que j'ai fait. J'ai passé l'écrit, j'ai passé l'oral et puis j'ai été coursier. Super. À 3 années d'études au Japon. Au Japon, super. Ça. Donc oui, je sentais. C'est un peu le parcours. C'est un peu le parcours jusqu'à cette époque-là. Donc c'était en 2007. Donc j'ai eu la chance d'être boursier par le gouvernement japonais, le ministère de l'enseignement supérieur, pour déjà dans une année, pendant une année apprendre la langue japonaise, et les 2 années qui suivaient faire des cours d'architecture, donc les cours dans sa spécialisation en japonais. Ok, c'est génial. Oui. C'est génial parce que c'est quelque chose qui n'est pas fréquent. Et justement, ça fait un bon lien parce que ma question suivante était de savoir ce qui a motivé le choix du Japon, parce que c'est pas un pays dans lequel on trouve beaucoup d'Africains en proportion, je veux dire, comparativement à d'autres régions du monde, à d'autres pays comme la France, l'Angleterre, les États-Unis, le Canada, la Chine même, mais il n'y a pas forcément autant d'Africains que ça au Japon. Et je me demandais pourquoi tu as choisi cette destination, mais je comprends maintenant que c'est parce qu'il y avait une opportunité de bourse. Pas que. Ok, justement, dis-nous pourquoi. Parce que moi, ça m'intéresse se confondre. Parce que la bourse, tu sais, la bourse, elle est bien. Et après, aller dans un pays, en 2007, dans les années 2000, beaucoup d'Africains n'allaient pas en Asie. C'est ça. Pire encore, l'architecture. Mais ce qui m'avait le plus motivé, c'était parce que le Japon est très connu aujourd'hui pour ses architectures qui résistent en fait au tremblement de terre. Au Bénin, on n'en a pas, mais en Afrique, on commence par en avoir. Notamment en Afrique de l'Est. De plus en plus. Ah oui? Donc du coup, dans le temps, je me disais, mais pourquoi aller à Londres, apprendre l'architecture européenne la plupart du temps, mais avec qui on n'a pas tellement de liens, c'était pas assez challengeeux. Mais j'ai préféré aller au Japon parce que là-bas, la technicité dans la construction était beaucoup plus poussée. Donc je me suis dit, l'un dans l'autre, j'apprends non seulement l'architecture, j'apprends une architecture contextualisée qui pourrait un jour m'aider, pourquoi pas, ou voilà. D'accord. En fait, ça fait quand même en termes de positionnement quelque chose qui te différenciait. Tu percevais déjà la valeur ajoutée. Tu étais déjà stratège. Allez bien. Moi, ça m'étonne pas. Et du coup, tu arrives au Japon. Les Asiatiques fascinent beaucoup. Enfin, moi, ils me fascinent et je pense que je suis pas le seul pour plusieurs raisons. Mais moi, vraiment, ce que je retiens des quelques interactions que j'ai eues avec Vazi, des quelques fois où j'y ai été ou des gens que je connais qui sont restés là-bas, c'est la discipline et la créativité. Donc, ils ont cette capacité-là à toujours laisser leur touche en gardant leurs racines. Ils se modernisent, mais ils se perdent pas. Moi, ça me fascine beaucoup. Même les Chinois qui sont très ouverts sur le monde avec l'anglais, c'est l'usine du monde, la Chine, mais ils sont très proches de leurs racines. Quand tu les vois manger dans la rue, c'est toujours les baguettes et tout ça. Ils vont parler anglais. Est-ce que ces particularités-là, discipline, créativité, attachement aux racines, est-ce que ce sont des choses qui t'ont marqué d'une certaine manière pendant tes 3 années? Peut-être plus, tu me diras, que tu as passé sur place. Est-ce que ça a contribué à faire le Romaric d'aujourd'hui, l'homme et le professionnel? Comment est-ce que ça t'a impacté? Alors, vivre là-bas, c'est une très bonne question parce que moi, ce que je garde le plus du peuple japonais et qui me caractérise aujourd'hui, d'une part, c'est la rigueur et le souci du détail. Et c'est ce qui, aujourd'hui, au fil des années, m'a caractérisé. Et ensuite, le respect. Le respect, vous savez, enfin, l'Asie, c'est assez grand. Il y a beaucoup de pays en Asie, mais le japonais, il est connu pour ce côté vraiment respectueux. Et ce souci du détail dans tout ce qu'on fait me caractérise aujourd'hui et crée justement un peu l'homme que je suis. Et cela se souligne à travers l'architecture avec mes coups de crayon. D'accord, ok. Alors, tu passes par le Japon, qui te moule, te donne cette rigueur, cette approche. Ensuite, qu'est-ce que tu fais une fois que tu as fini tes 2 années? Qu'est-ce que tu fais? Tu te mets à ton compte tout de suite? Tu passes par où? Je sais que tu es passé par la France, mais ça s'est fait comment? C'est juste après le Japon? Quelle est la suite de l'histoire? Alors, quand j'ai fini mes 2 années d'architecture, qu'est-ce qui m'a poussé? Je me suis dit, alors déjà pendant les 2 années, à la fin des 2 années, j'ai passé en fait ce qu'ils appellent l'examen pour être inscrit à l'ordre des architectes là-bas au Japon. Au Japon, oui. Donc j'ai passé le premier examen, je l'ai pas eu parce que le niveau était très exigeant. Donc malheureusement, je l'avais pas eu.
Et je me suis dit, ben, quand je regarde les liens historiques entre le Japon et le Bénin, qui est mon pays, parce que moi, j'avais quitté l'Afrique, mais l'Afrique m'avait pas quitté. Je savais que tôt ou tard, je suis parti pour les études, pas absence d'école chez moi, mais je rentre chez moi. Je me suis dit, mais c'était clair, c'était clair, c'était arrêté. Mais dans quel pays je pourrais continuer, affiner, apprendre et rentrer, exercer, m'exprimer avec des accords bilatéraux, des collaborations entre confrères internationaux. Donc, cela a stimulé en fait en moi l'envie de continuer en Occident. Ok. Donc, continuer dans quel pays? Ben, ça l'a baraté. J'ai préféré la France parce qu'en France, j'avais déjà de la famille qui y était. Ouais, donc le choix c'est plus pratique, plus commode. Plus pratique, plus commode. Je me rapprochais plus de l'Afrique aussi, du Bénin. Il faut dire qu'en tant qu'architecte, plus on voyage, plus on apprend. On rencontre des cultures. On arrive à rentrer à s'ancrer dans des mœurs. Ok, d'accord. Ouais, c'est d'où j'ai porté le choix sur la France. Pour la France. Donc, c'est vraiment l'interculturalité. Et t'as aussi intéressé à voir un peu de l'Asie, un peu de l'Europe, en sachant que tu as déjà beaucoup d'Afrique en toi. Faire un peu tout ça, faire un mix, mettre ça dans le mixeur pour sortir le profil qu'on a aujourd'hui. C'est un profil atypique parce que, encore une fois, il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont au Japon, que ce soit pour l'architecture ou pour autre chose, qui vont étudier, je veux dire. Encore à l'époque, c'était encore plus rare. Et donc, tu arrives en France, qu'est-ce que tu fais? Tu te mets à ton compte tout de suite? Alors, en France, non, parce que moi, mon rêve a toujours été d'être architecte. Et je l'étais pas encore, j'étais technicien supérieur en architecture, puisque j'ai fait 2 années d'architecture. Mais aujourd'hui, pour être architecte, il faut avoir fait les études jusqu'au master. Et puis après avoir travaillé pendant un certain temps, avant de s'inscrire dans un ordre. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une validation des acquis. Dans une école, dans 2-3 écoles en France, dont j'ai été accepté par l'école nationale supérieure de Paris-La Villette, et qui avait vraiment des relations internationales assez poussées dans le temps, la seule qui était assez connue dans le temps d'ailleurs. Okay. Donc j'ai été accepté en 2e année, donc je reprenais la 2e année. Mais bon, tant qu'à faire, ça passe vite. J'étais habitué à reprendre des années. Donc voilà, donc j'ai accepté, donc c'est comme ça j'ai déposé mes valises en 2010 à Paris. D'accord. Où j'ai fait 2 années de licence, 2 années de master, donc architecte diplômé d'État. Et pour m'inscrire à l'ordre en France, j'ai dû travailler aussi. Donc j'ai travaillé un peu plus de 2 ans. Ok. Et c'est à l'issue de ça que j'ai pu m'inscrire à l'ordre des architectes en France. Je pense 2017. Puisqu'il faut d'abord pratiquer comme tu l'expliquais dans votre profession, c'est ça, avant de pouvoir aspirer à devenir architecte. Architecte inscrit à l'ordre. Oui, bien sûr. Mais c'est là que tu as l'indépendance et la possibilité de laisser exprimer le pays. Tu passes par la France, tu fais ça, et ensuite tu décides de rentrer dans ton pays. Ça. Tu l'as dit tout à l'heure, pour toi c'était très clair dès le départ. Moi j'allais te demander qu'est-ce qui t'a motivé, et je vais quand même le demander, même si tu l'as dit, ok. Cette envie de revenir de façon ferme, sans équivoque, elle est basée sur quoi? Parce qu'on connaît beaucoup de gens qui ne rentrent pas. Il n'y a pas de bonne option. C'est juste pour comprendre tes motivations. Il y a des gens qui rentrent parce que ils veulent vraiment contribuer au développement de leur pays ou du continent. Il y en a qui rentrent parfois par défaut. Il y en a qui rentrent parce qu'ils doivent prendre la suite d'un père ou d'une mère. Toi, quelles étaient tes motivations? Alors, ce qui m'avait le plus motivé, c'est déjà pendant mon cursus scolaire. Tu l'as dit tout à l'heure, on avait un magazine, on avait mis en place une association. Oui. Un ami frère à moi, Cadet Berikla, à qui je t'ai dit coucou au passage, et qu'on a monté une association pour promouvoir vraiment l'architecture, l'ingénierie et l'urbanisme en Afrique. D'accord. On organisait des concours internationaux qui ont... Oui, je veux c'est bien. Oui, je vois ça sur les réseaux sociaux. Justement. Et donc, du coup, l'envie déjà d'aider l'Afrique sur le volet éducation, enfin... niveau universitaire, et même aussi les jeunes diplômés en architecture étaient en crayon. Et après, je me suis dit, mais tiens, je travaille en France, qu'est-ce que j'ai à apporter encore davantage à la France, ou en tout cas en Europe? Parce qu'ils ont tout ce qu'il faut, des gratte-ciel. C'est clair. Toutes les infrastructures sont déjà bien sûr. Et aujourd'hui, moi, modestement, j'ai quitté l'Afrique. Chez moi, il y a beaucoup à faire. Donc, je me suis dit, je serais beaucoup plus utile chez moi qu'à être utile en Europe. Même si le confort y aidait, la santé, le transport, la mobilité. Mais ça, aujourd'hui, l'Afrique va pas se construire sans nous. C'est pour ça qu'il fallait que j'apporte ma pierre à l'édifice. Et c'est comme ça que j'ai décidé de rentrer, c'était en 2016. En 2016? Ouais, c'est ça. Que tu es rentré? Que je suis rentré. Tu as créé Global Archiconsult? Exactement. Au Bénin, parce que... Au Bénin a créé. Oui, bien sûr. Tu l'as créé au Bénin en 2016, quand je suis rentré, ça. Alors, moi, je voudrais maintenant qu'on rentre un petit peu dans le cœur, hein. Là, on a exploré un peu ce que j'appellerais les contours
Maintenant, on rentre vraiment dans le cœur du projet. Tu crées Global Archi Consult. Les débuts, ça se passe comment? Est-ce que ça a été, je veux pas dire facile parce qu'il y a aucun projet facile, mais est-ce que ça a été, on va dire, plus ou moins plus facile, assez soft, ou est-ce qu'au contraire, ça a été très challengeant? Sur tous les aspects, hein, parce que ça peut être sur le plan administratif, ça peut être au niveau du recrutement, humain, la reconnexion quand on rentre chez soi, parfois on a du mal à se réadapter. Comment est-ce que tu as vécu cette situation, le fait de rentrer, de lancer une boîte en même temps? Comment ça s'est passé? Alors, déjà, c'était assez challengeant. Ça, je te le dis en même temps. Pourquoi? Déjà, d'une part, bon, déjà, il fallait passer par la phase inscription à l'ordre des architectes du Bénin. Ok. Tout à l'heure, je disais que j'étais inscrit à l'ordre des architectes en France. Oui. Et je le suis toujours d'ailleurs. Ouais. Mais pour exercer au Bénin, essayer ses propres projets, il fallait travailler dans un cabinet. Enfin, quand on a l'expérience plus de 2 ans à l'étranger, il fallait 6 mois dans un cabinet local. Donc, j'ai travaillé dans un conseil de cabinet de la place pendant 6 mois. Donc, j'ai pu m'inscrire aussi à l'ordre des architectes au Bénin. Et après, j'ai pu obtenir mon agrément. Et c'est de là que j'ai mis en place officiellement l'agence. D'accord. Et là, il fallait recruter. Et ça, c'était le grand problème. Mais, un problème parce que vous savez, quand vous avez envie de manger un foutu banane, mais il y a pas de restaurant qui fabrique de la banane, vous êtes obligé de vous débrouiller. Donc, du coup, ce que j'ai fait, j'ai commencé par, au début, je faisais les projets moi-même, seul. Je me faisais accompagner par des collaborateurs extérieurs. Parce que quand vous commencez comme ça, vous pouvez pas en même temps embaucher plein de gens et puis commencer par payer les salaires alors que vous n'avez même pas encore des missions qui rentraient. Donc on avait les murs, il fallait justement les combler, il fallait des collaborateurs. Donc soit il fallait débaucher ou recruter des gens, forcément de certains niveaux variés, technicien supérieur, technicien ou confrère architecte, pour pouvoir justement monter une équipe et transmettre. Et là, je vous cache pas, là où ça a été le plus difficile, c'est que quand vous arrivez sur un marché où la part de gâteau est fait 100, vous voulez arracher une partie du gâteau alors que le gâteau ne grossit pas, forcément vous arrachez une part chez quelqu'un d'autre. Bien sûr, il y a plus de gens qui veulent le manger et le gâteau lui grossit pas. Il grossit pas, donc du coup, quand vous voulez manger ailleurs, on vous tape plus bas. Les gens savent que vous êtes là. Belle analogie. Et l'autre chose aussi qui arrive au Bénin, vous savez, quand vous venez, vous repartez, on vous dit, mais toi, tu repars quand? Parce que moi, j'étais en Europe. 2-3 mois après, 2 semaines après, je repartais. Donc, les gens, quand ils me voyaient ne pas repartir, me demandaient, mais toi, tu pars pas? Et quand ils ont compris que je m'installais, forcément, moi, là, c'était moins drôle. C'était parce que quand tu viennes de temps en temps, ça va. Ça va. Alors, tu vas quand challenger. Mais là, si tu viens sur nos plates-bandes. Là, c'est donc, du coup, en même temps, c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Après, ça s'est passé. Les clients aussi, il y en a qui m'ont fait confiance. Et je remercie d'ailleurs au passage un client qui a été mon premier client, super, avec qui j'ai fait un premier projet. Il m'a contacté sur les réseaux sociaux parce que c'est le canal le plus gratuit qui permet de bien direct et gratuit aujourd'hui, direct B2B. Donc je l'ai fait, il m'a fait confiance 1 fois, 2 fois, 3 fois, de bouche à oreille, il a commencé par marcher et le cabinet a commencé par prendre en notoriété. On a fait des projets. Et ce qui est bien chez nous en architecture, c'est que c'est comme une grossesse, vous pouvez pas la cacher. Donc les projets suffisants, les gens voyaient. On arrivait à lire, en fait, dans nos projets du cabinet, les lignes qui caractérisent, en fait, la ligne de Global Archi Consult. Épurée, architecture épurée, des lignes, pas de forme bizarroïde qu'on peut pas mettre en place comme il faut, des matériaux sobres, qui répondent, en fait, au contexte local, optimisation du vent, éclairage, ventilation. Donc, c'était des choses que les gens remarquaient. Et puis, le bouche-oreille faisant, et ça continue d'ailleurs. On a pu continuer l'aventure. Le continue encore très bien. Ça ira de mieux en mieux. Bravo en tout cas à toi pour ce que tu as accompli et ainsi. Le lien, encore une fois, est bien fait avec ma question suivante. Donc, comme quoi, on est mieux connecté. Ah ouais. Parce que là, j'allais te dire tout de suite, et c'est pas du tout pour te jeter des fleurs. Tu as une ascension fulgurante, de toute façon, tu le sais, et il n'y a pas à s'en cacher. Je pense qu'on est trop souvent faussement modeste dans nos environnements. Et pas nous, même les entrepreneurs, forcément, mais l'environnement en lui-même, l'entourage, les pesanteurs font que on n'est pas toujours en train de célébrer nos succès. C'est plus anglo-saxon que francophone. C'est pas forcément africain, c'est francophone. Et il faut toujours afficher un genre de modestie. La vérité, c'est que à des moments donnés, quand on fait bien, on doit pouvoir dire je fais bien. Ça veut pas dire que je suis le meilleur du monde, mais je fais bien. Je m'en félicite et je remercie les gens qui m'en félicitent. Quand on parle de Global Archi Consult et beaucoup plus de Romaric à toquer parce que les gens connaissent pas toujours derrière le nom de l'entreprise. Aujourd'hui, c'est des appels d'offres et des prix gagnés sur le plan national et à l'international. Ce sont des distinctions diverses
la présence dans les classements prestigieux, des plaques avec le nom de l'entreprise qu'on retrouve sur certains édifices. Quand parfois je suis en ville et que je vois ça, je souris. Et c'est beaucoup d'éléments qui doivent, bien sûr, attiser la fierté en toi, mais c'est également beaucoup de pression. Je voudrais déjà que tu nous livres quand même quel est ton secret. Alors, je vais dire le mot qui caractérise le plus, où il y a deux mots, c'est déjà l'innovation. Okay. Donc, faire ce que les gens ne font pas, apporter une plus-value à ce qui se fait dans son environnement. Et après, la rigueur. La rigueur dans ce qu'on fait. Parce que la première chose, l'innovation, c'est qu'aujourd'hui, je prends l'exemple, je les ai cités, on a eu à prendre des prix à Dubaï, à Paris, exposé aussi à Milan, en France aussi dans mon ancienne école, même des prix ici. Après, c'est la rigueur en fait et l'innovation. Aujourd'hui, au Bénin, nous sommes le seul cabinet en fait, si tu veux, qui organise des journées portes ouvertes en agent d'architecture. C'est vrai, j'ai vu passer ça quelques fois et j'ai trouvé ça très 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 original. Merci. Et ça, personne le fait. On le fait depuis, c'est la Covid qui nous a freiné, mais on le fait toujours. Les pots pour remercier les clients à la fin de l'année ou en début d'année aussi, on le fait. Ça peut me fidéliser de dire merci aux clients et de les remercier aussi pour les prochains projets. Ensuite, c'est la signature que nous faisons sur tous nos édifices. Seulement, en tout cas, la plupart des clients, ils y adhèrent. Donc, on pose une plaque sur les projets que nous concevons, que nous réalisons également. Et ça donne un gage, en fait, si tu veux, de fidélité et de travail bien fait. Qualité, c'est comme qualification, certification ISO. Il y en a qui sont fiers de porter telle marque. Ouais, je vais pas faire de la publicité. Bien sûr. Mais là aussi, vous portez, en fait, une marque. Bien sûr, tout à fait. Donc, nous, on l'a vu en Occident, on s'est dit, mais pourquoi pas le faire ici? Donc, c'est ce qui a motivé le fait que nous signons aujourd'hui nos projets. Très bien. Et après, la rigueur qu'on met dans tout ce qu'on fait, l'accompagnement. Et ce qui nous caractérise aussi dans les sites de la profession au Bénin, c'est la présence sur le chantier. Et ça, chez Global Archiconsult, on insiste là-dessus. Tous nos projets, on les suit. On est sur le chantier, on n'est pas qu'au bureau. Et aujourd'hui, on arrive à s'imposer. Et on va encore le faire davantage avec notre clientèle qu'on va essayer de serrer un peu. Parce que le but n'est pas de faire de la masse, c'est de répondre à une clientèle. On ne choisit pas, on ne sectorise pas. Parce qu'on a prêté serment pour un travail public et général. Mais il faut qu'on le fasse bien et très bien. Et à des personnes qu'il faut éduquer à la fois aussi. Parce que bien sûr. Au Bénin, je pense que dans toute l'Afrique, beaucoup veulent des choses, mais sont pas prêts. Construire pas. Exactement. Donc, on est là aussi pour éduquer. C'est ce qu'on est en train de faire par l'innovation et cet accompagnement qu'on fait avec tous nos clients. Ok, très très bien vu. Et si tu me permets de rebondir là-dessus, je note, c'est la déformation de marketeur, je note une approche marketing forte au-delà de la technicité, de l'aspect technique de l'architecture. Il y a un volet marketing que toi tu déploies parce que quand tu parles de mettre des plaques, à poser des plaques sur des édifices, d'organiser des journées portes ouvertes, d'organiser des pots pour les clients. Et il y a évidemment tout ce que Romaric fait également qui ne peut pas nous dire ici parce que c'est de l'ordre de la stratégie. Bien sûr, on n'est pas là pour livrer les secrets en allant complètement fouiner jusqu'en bas. Donc, heureusement. Mais ça donne déjà une idée de tout ce que tu peux faire en plus. Et pour moi, c'est de l'ordre du marketing. Et je voulais rebondir là-dessus parce que je le répète et je continuerai à le dire aux gens. Tant que vous ne savez pas vendre, vous n'irez nulle part. Vous pouvez trouver demain le vaccin contre le cancer. Si vous savez pas vendre, personne ne voudra l'acheter ou le rejeter. Et ça, il faut que les gens comprennent. Parce que parfois, les gens sont bloqués sur un produit, le service. Je suis bon, je fais bien. Oui. Et alors, et je pense souvent à l'exemple de la musique, parce que c'est facile à comprendre pour tout le monde, c'est accessible. Tu rentres dans une rue, quel que soit le pays du monde où tu es, il y aura toujours quelqu'un qui danse très bien et qui a une super voix. Comme on dit, c'est versé. Arrêtez-moi l'expression. Wow. Ce genre de personne, c'est waouh. Donc, tous les domaines, tu as plein de gens talentueux. Mais qu'est-ce qui fait la différence? C'est pas le talent. Le talent, c'est peut-être 20%. Derrière, c'est, est-ce que tu as de l'entre-gens? Comment tu gères ta clientèle? Est-ce que tu es dispo pour eux? Est-ce que tu es flexible, etc. Et Romaric nous donne un bel exemple dans une profession où on peut penser que les gens n'ont pas besoin de faire tout ça. Non, il le fait pour payer de la clientèle. Donc, comprenez la valeur qu'il y a derrière ce type d'approche. Alors, en Afrique, quand on a une ascension aussi rapide que la tienne, on a tout fait d'avoir des étiquettes. Fils 2. Si c'est pas fils 2, c'est parrainé par. Si c'est pas ça, c'est appartient à tel réseau, etc., etc. Ma question est en deux volets. Premièrement, est-ce que tu as déjà subi, je dis subi en guillemets, ce type de stigmatisation? Ouais.
Et si oui, ou même sinon, est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu penses que on ne peut aller très vite? Est-ce que c'est ton cas? Est-ce que tu penses qu'on peut aller très vite, que lorsqu'on a l'une de ces étiquettes que j'ai citées ou une autre? Donc, c'est une question à deux vitesses, mais je sais que tu as très bien cerné. Alors, dis-moi. Alors, la chose, c'est que moi, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux depuis des années, des décennies, on peut voir un peu l'ascension, en fait, Bien sûr, ceux qui suivent vraiment. Exactement, ouais, ceux qui suivent. Et aujourd'hui, moi, je le cache pas, mon papa, il n'a plus de ce monde depuis 10 ans. Vous savez que malgré les services que vous aurez rendus à votre entourage, dès que vous n'êtes plus là, et pour dire, en fait, en disant cela, que il y a personne qui m'envoie un ascenseur aujourd'hui, et le Romaric qui est Romaric aujourd'hui, il s'est fait tout seul, je peux dire. C'est vrai, je l'ai dit tout à l'heure en début de notre échange, que papa, il a poussé. Bien sûr, on a montré la voie. Il a montré la voie. Moi, je me rappelle, je passais mon diplôme d'architecte, de master. Quand il est parti, j'ai failli rater mon année. Parce qu'il est parti en mai, je soutenais le mois prochain, dans un mois. En plus, c'était l'un de ses rêves. Les erreurs de moi, ça sont imaginé. Donc, je me caractérise comme un self-made man. Donc ça, et c'est ce que j'essaie de prôner un peu partout dans ma démarche de communication, dans mon marketing. Tout métier libéral, il faut savoir se vendre comme tu l'as dit, il faut du marketing. Et on n'est pas obligé d'être un fils d'eux. Moi, je le suis pas aujourd'hui. On n'est pas obligé de connaître un parrain, d'avoir un parrain avant d'avancer, être qui on est aujourd'hui. Moi, j'ai pas de parrain aujourd'hui. Je le dis haut et fort, j'ai pas de parrain. J'ai des grands frères que je vais voir quand j'ai besoin de conseils. Mais voilà, on peut être jeune. Moi, j'ai pas encore la quarantaine. On peut être jeune, être architecte, travailler en Afrique, vivre de son travail et vraiment en jouir. Et ça, il faut quand même de la rigueur, tout ce qu'on a dit tout à l'heure, rigueur, discipline, respect, le détail, avoir le plus-value qui vous démarque de ce que tout le monde fait. Parce que si vous êtes sur un marché que vous faites ce que tout le monde fait, ben on vous met dans le même panier. C'est pas facile, mais il faut tenir et puis c'est ce qu'on essaie de faire avec Global Achat Conf. Absolument, absolument. Très bien, très bien. Je pense que ça, c'est également un message pour les gens qui me suivent. Moi, je travaille beaucoup, tu le sais, sur les questions de développement personnel. Parce que le mindset, pour moi, si tu ne développes pas dans une certaine mesure, ton talent sera caduque. C'est vrai. On connaît tous des gens qui sont excellents, mais qui ne décollent pas. Simplement parce que, au niveau du comportement, par exemple, ils vont être tout le temps en retard sur les livraisons. Parfois, ils disparaissent, ils éteignent leur téléphone, ils laissent les clients dans la brouise. Ils n'ont pas la capacité de savoir se remettre en question. Il y a tellement de soft skills aujourd'hui qu'il faut avoir: l'écoute active, la gestion des conflits avec les collaborateurs. L'entrepreneur, il est sur tous les fronts. Il n'y a pas le choix. Et c'est ceux qui ont la capacité à s'auto-former continuellement qui parviennent à rester un petit peu au-dessus de la mêlée. Alors, de tes débuts jusqu'à présent, je voudrais qu'on parle un peu des difficultés parce que là, on a brossé le tableau de façon générale. On n'allait pas mentir. T'as un tableau qui est, on va dire, positif. Si on devait parler en termes de bilan, je vais dire ça se présente très bien, mais il y a forcément des difficultés comme dans tes parcours. Depuis que tu as créé Global Archi Consult Robella, on va parler du cas de l'Afrique surtout. Après, si tu veux extrapoler un peu sur tout ce qui se passe au-delà de l'Afrique, n'hésite pas. En tant qu'entrepreneur, quelles sont les difficultés que tu rencontres quotidiennement depuis le début et jusqu'à présent? Alors, en tant qu'entrepreneur, je vais dire déjà même ciblé sur l'architecture, oui, c'est vraiment la ressource humaine. Ça, je pense que c'est le même point avec beaucoup d'entrepreneurs. Vous savez, dans nos pays sous nos tropiques, c'est très compliqué. Vous avez un collaborateur, vous voyez en lui qu'il a du potentiel, le CV, parce que tout commence par l'entretien, c'est une recommandation. Vous dites, ah tiens, je crois en ce jeune, enfin, je crois en ce potentiel collaborateur, vous l'embauchez, il demande un montant que vous, parfois, qui pourrait dépasser votre propre salaire, vous faites aussi, faites l'effort parce que vous le voulez, et quand il vient, vous le moulez, je vais dire, vous lui apportez en fait la plus-value qui le caractérise et qui fait qu'il devient. Et c'est pile au moment où vous voulez jouir en fait du résultat que il prend la tangente. Et c'est pas propre à l'architecture, c'est partout. C'est partout. Donc je pense que ça, il faudrait que dans les écoles en Afrique, qu'on arrive à inculper en fait ces valeurs, parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut gagner sa vie, mais il faut pas, voilà, il y a une manière de le faire. Donc la ressource humaine, elle est très importante. C'est le premier point sur lequel on a été confronté. J'ai été confronté parce que moi, vous savez, aujourd'hui, il est facile de débaucher un employeur à quelqu'un d'autre, d'augmenter en fait sa paye de 100 000, 200 000.
plutôt que de ramener un expatrié, un étranger, à tout pour payer un billet d'avion, assurance, logement, voilà. Donc c'est qu'on a été victime de ça. Et puis après, toujours sur la ressource humaine, il faudrait aussi que nos collaborateurs comprennent que le patron, c'est lui qui prend tout sur sa tête. Lui, il a une vision 360 degrés. Absolument. Et eux, ils voient juste les allers-retours du patron, ils voyagent. Genre, ils voient les billets d'avion. Derrière, les entrées sont pas linéaires. Ben, mais ils vont pas. Ils vont pas. Donc, parfois, ils vont vous envier. Ils vont jusqu'à vous dire, tiens, c'est que le patron c'est les réalités. s'en met plein la poche. Ouais. Mais non. Moi, un jour, pour la petite anecdote, je vais taire le nom du collaborateur. J'étais à ce moment-là à l'étranger, donc imaginez. Et ce qui fait d'ailleurs que comme moi, quand je voyage la plupart du temps, beaucoup pensent que je suis en vacances. J'ai dit, mais non, je travaille 2 fois. Parce que je dois manager l'opérationnel ici et faire ce que je dois faire là-bas. Évidemment. Donc, beaucoup ne comprennent pas pour ils se disent, bon. Non, mais parce qu'ils voient que, bah, écoute, ils ont quand même vu la photo de la chambre d'hôtel ou la piscine. Ah, mais t'étais en fait boire un vin quand même. Mais ça a fait sa journée. Hein. C'est un peu comme si t'as pas le droit de vivre parce que dès que tu profites un petit peu de ton labeur, on estime que tu brimes tout le monde. Tout à fait, c'est ça. Et puis, du coup, ils se comparent à l'employeur. Ah, tiens, ils veulent vivre ce que l'employeur vit. Et puis, je pense qu'ils devraient comprendre après. Il y en a qui sont frustrés. Et il faut juste, en fait, un petit truc. Et puis, bon, voilà, c'est là qu'on découvre le côté d'eux-mêmes. Voilà, c'est comme je vous disais tout à l'heure, l'anecdote. Je suis à l'étranger, j'appelle un collaborateur sur son corporate, il décroche pas. Je lui fais le reproche, en fait, parce que moi, je devais faire retour au client, mais pourquoi il décroche pas son corporate? C'était à l'heure du travail. C'était pas la première fois. J'ai reçu l'aide de démission, juste le même soir. Eh oui. Donc, vous imaginez, donc, c'est toujours un peu des histoires. On le vit tous. Cette fois, je dis, c'est pas lié qu'à l'architecture. Oui, mais c'est vraiment la vie d'entrepreneur. C'est ça. La vie d'entrepreneur, je pense que si on peut arriver de quelconque manière, je sais pas comment on va arriver à le faire. C'est peut-être les podcasts, comme tu le fais bien d'ailleurs, qui vont amener, ses collaborateurs à comprendre que la vie de l'employeur peut pas être la même vie que celle de l'employé. C'est clair. Nos collaborateurs, on travaille, on n'a pas d'heure, on travaille jusqu'à 4 heures. C'est évidemment, ils n'ont pas la même pression proportionnellement. C'est ça. Et c'est comme tu dis, les gens doivent arrêter d'être pressés. Parce que si vous voulez être architecte, vous le serez. Faites le parcours. Si vous voulez devenir, comme on aime bien dire, DG, CEO, si c'est ça qui vous fait plaisir, ok. Mais faites le parcours. Et tout le monde n'a pas le même parcours. Il y a des gens qui n'ont pas eu à passer par plusieurs étapes. Toi, par exemple, tu l'as dit, dans ta profession, t'as pas le choix. Tu dois d'abord passer par un cabinet où tu bosses avant d'être architecte inscrit à l'ordre. Moi, je me suis jeté tout de suite à faire mon master à l'eau en disant, bah, je suis consultant comme tout ça. J'ai mes galères aussi et tout. Mais les parcours ne sont pas les mêmes. Et tout le monde n'est pas amené à être entrepreneur. Moi, je dis aux gens, mais tu fais la promotion d'entrepreneur. Je dis oui. Parce que de toute façon, de gré ou de force, par contrainte ou par passion, de plus en plus de personnes vont devoir se débrouiller. C'est ça. Parce que quand tu vois le chômage, la démographie qui explose, les IA qui sont en train de cartonner, la nécessité d'être plus compétitif pour les entreprises et de nombreux autres facteurs, les gens sont obligés d'adopter la débrouillardise structurée. Moi, je dis l'entrepreneuriat, c'est de la débrouillardise structurée. Complètement. Donc, il y en aura de plus en plus, mais tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Il faut des gens pour travailler avec ceux qui ont de la vision. Donc, quand vous êtes employé, apprenez à épouser une vision. Et même si vous faites partie de ceux qui veulent créer leur vision après, vous aurez compris les codes. Et ça, tu vois, tu es un peu sensible. C'est très difficile. Moi, tous les entrepreneurs que je croise, et ça doit être pareil pour toi. Dès que tu demandes quelles sont tes difficultés, je vous assure, contrairement à ce que les gens pensent, avant d'obtenir de l'argent, la plupart disent d'abord ressources humaines, capital humain. On a un vrai challenge là. Donc toi, c'est ton vrai problème, quel capital humain. Est-ce qu'il y en a un autre qui est saillant ou pas du tout? Alors, il y a le capital humain. Après, bon, l'humain, vous savez, c'est ce qui fait d'ailleurs que nous, on est parti pour un recrutement international maintenant. Okay. Là, au cabinet, on a 2 étrangers, on est marocains, on a burkinabé. Et là, parce que localement, étant donné qu'on n'a pas d'école, on est obligé d'avoir de la ressource extérieure, le pays en pleine mutation. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, sur le marché, on a tellement de cabinets internationaux que le maître d'ouvrage, donc l'État central ou la territorialité, la mairie, ils veulent pas comparer un architecte étranger à un architecte local. Ils veulent le rendu. Le même rendu, au même niveau international. Donc là-bas, elle est haute, alors que les ressources humaines dont on bénéficie, nous ici, sont pas, c'est pas ça. Il n'y a pas de prêt bancaire pour accompagner les entreprises locales. Donc du coup, moi, je sais combien, enfin, on a payé à la marocaine qu'on a fait venir. Un billet d'avion, l'assurance, le logement meublé, le salaire en lui-même déjà, on a dû la débaucher d'ailleurs. Parce que derrière, on veut le résultat. Donc,
c'est pour dire que et les projets localement ne vont pas avec. Ouais, c'est ça, on est obligé de chercher en fait l'équilibre entre les deux. Chercher les Donc voilà, il faut qu'on arrive à avoir de la ressource compétente également. C'est ça en fait le gros souci au Bénin. Et tout ça, ça passe par la formation et c'est ce pourquoi, enfin, je milite aussi d'une part. Et il faudrait qu'on arrive forcément à le faire parce que profitant de cette mutation urbaine architecturale qui s'opère dans le pays, bien sûr, pour amorcer en fait une formation percutante. Parce que quand vous formez quelqu'un aujourd'hui dans notre domaine, pour avoir un bon cru que vous puissiez déguster, il faut 10 ans minimum, 5 ans de formation, 5 ans de marinade. Ben, vous dégustez une bonne pièce dans 10 ans. Minimum. Bien sûr, moi. Là, vous imaginez, on est en 2000, on va amorcer 2025. Faut s'y prendre très tôt. Je voulais aborder déjà un pan un peu social et sociologique même, je dirais. En Afrique, généralement, les architectes, en tout cas pendant longtemps, ou l'architecture, je dirais plutôt, a été un peu perçue comme quelque chose de secondaire, surtout dans les constructions privées. Parce que bon, l'État il va toujours eu des appels d'offres, tout ça. Mais on a tous des images, des histoires, très entendu, personnes qui se lèvent le dimanche matin, qui prennent leur stylo, font des coquilles, appellent maçon, putain, ça veut dire pour ceux qui sont pas bien, tu es où? Bon. Et beaucoup de maisons étaient construites comme ça, c'est vrai. Pourquoi, à ton avis, il y a eu longtemps cette perception-là, selon laquelle l'architecte n'est pas essentiel à une construction? Et comment est-ce que tu analyses l'évolution de cette tendance depuis, on va dire, depuis 2016, depuis que tu es vraiment là et que tu peux voir comment les choses avancent depuis 10 ans? Alors, déjà, ça, c'est une très belle question, mais on va repartir à la genèse, même déjà, en fait, de l'architecture. OK. Et parce que là, on parle du privé. De toute façon, c'est pas l'État c'est deux choses différentes. Bien sûr. Donc, le privé, avant, vous savez, les gens vivaient dans les contrées, dans les provinces, dans les villages. Et avant, on payait pas le service de l'architecte parce qu'il n'y en avait pas. On appelait tous les membres, enfin, la communauté du village, notamment les hommes, les enfants, qui venaient aider. On va aider Kofi à faire sa maison aujourd'hui. À la fin de la journée, la femme de Kofi va faire à manger, tout le monde va manger, mais on ne rémunérait pas financièrement. Okay. Et après, le jour d'après, on va chez Paul. La femme de Paul, à la fin de la journée, fait à manger, justement, elle mange. Donc, il y a jamais eu, en fait, ce besoin de payer, en fait, les gens pour construire. Et ça, c'était en dehors des métropoles. Par contre, quand vous venez en métropole, tout le monde se connaît pas parce que tout le monde vient se chercher, comme on dit chez nous, dans la métropole. Oui. Donc, c'est là qu'on a commencé par payer les services, en fait, de ceux qui construisaient. Parce que quand vous quittez chez vous, dans votre village X, vous venez en ville, tout le monde vient, tout le monde est migrant, en fait. Bien sûr, vous êtes obligé à ce moment-là de payer les services de celui qui va vous aider à construire. Donc, c'est à ce moment-là qu'on a commencé à payer les services d'un constructeur. Et même là, c'est pas l'architecte qu'on payait. Parce que les gens construisaient pas vraiment des édifices aussi énormes. Exactement. Qu'on payait les maçons. Pour faire des petites maisons. Voilà, des rez-de-chaussée, des arts, enfin, des plain-pieds, des R+1. Et ces maçons-là, ils ont appris comment? C'est ces gens qui travaillaient avec l'État, enfin, des projets étatiques, sur des grands projets. Et qui après travaillaient à petite échelle sur des projets privés. Donc, c'est là où ça a commencé. Okay. Maintenant, pour revenir aujourd'hui à la mutation qui s'opère depuis que je suis rentré en 2016, et c'est là où moi je vais dire merci à mes confrères, mes doyens, je vais dire. Au début, c'était plus fastidieux, mais aujourd'hui, on voit, même, grâce au travail qu'ils ont eu à faire depuis le début de la création de l'ordre, les choses se sont assainies. Et nous, aujourd'hui, on bénéficie, même si c'est encore compliqué, on bénéficie de ce qu'ils ont eu à faire. Et on voit qu'aujourd'hui, avec tout ce changement qui s'opère, tous ces projets architecturaux et structurants qui s'opèrent dans la vie, on voit que les gens aussi prennent le pas et ils font de plus en plus appel aux architectes. Et là, ça a changé. Moi, je vais dire que comparé à mes débuts en 2016, le nombre s'est accru. Mais après, ceux qui veulent de la qualité, voilà. Qui sont prêts à payer, ils sont prêts à payer. Imagine, et aussi, voilà, c'est ça. Donc, je vais dire que le marché s'élargit. Après, il faut être compétitif. Ah, bien sûr. Mais être techniquement compétitif. Et non juste compétitif, voilà, sur le marché. Bah. Il faut être innovant, sinon sans l'innovation, vous n'y arrivez pas. C'est intéressant la réponse que tu donnes, ça montre comment est-ce que les premières générations qui sont arrivées dans les villes, à la fois les capitales, hein, surtout après la colonisation depuis les indépendances, étaient plus habituées à des constructions communautaires. C'est intéressant à savoir, je connaissais pas cet aspect-là, et progressivement, ben ça change parce que si les gens sont ouverts aussi sur l'international, le monde, avec Internet et tout ça, les gens veulent de plus en plus de belles choses aussi, en fait. Ça, ils peuvent voir ailleurs.
Et vous allez voir que justement, les coûts communs, il y résistent de moins en moins. Aujourd'hui, on fait des bâtiments, des R+3, 4 et des appartements. C'est ça. Où chacun, quand il rentre, on rentre chez soi. Ça. Le seul lieu où on croise le voisin, c'est souvent dans l'ascenseur ou dans l'escalier. Ou quand, bon, le matin, on doit prendre sa voiture. C'est comme en Occident, en fait. Exactement. On a juste quelques trains de retard. Mais on commence à construire aussi, je sais pas, vous parlez de verticalité. D'accord. Ça commence à se faire parce qu'évidemment, c'est saturé. On évite l'étalement urbain, on pense à la verticalité. Super. Tu as parlé justement de l'offre qui se diversifie. Et on entend de plus en plus des gens dire qu'il y a beaucoup d'argent dans l'architecture. Je ne sais pas si c'est vrai. Tu vas me le dire justement. Est-ce que c'est vraiment un secteur lucratif? Est-ce que c'est le fait qu'il y ait de plus en plus de cabinets? Pas qu'au Bénin, c'est une tendance assez globale dans les pays qui sont restés plus ou moins au même niveau de développement et qui évoluent. Je veux dire, Bénin, Togo, dans la Côte d'Ivoire avec un cran ou deux d'avance. Mais les tendances sont un peu les mêmes. Il y a de plus en plus de cabinets, de plus en plus d'architecture moderne. Est-ce que c'est ça qui fait dire aux gens qu'il y a beaucoup d'argent dans l'architecture ou est-ce qu'il y a d'autres aspects? Déjà, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est lucratif? Alors, moi, je dirais aujourd'hui, pour un architecte en Afrique, c'est pas aussi lucratif. Parce que non seulement quand on voit l'investissement humain, financier et autres, c'est pas vraiment lucratif. Parce que pour nos pays, pour nos États, quand on compare, je prends l'exemple du Bénin, aujourd'hui on compte, je veux dire, en macro 14 millions d'habitants, si on peut. Oui, il y a ça, oui. En macro, on est aujourd'hui 300 architectes aujourd'hui inscrits à l'ordre. Ah oui, quand même. Je pensais qu'il y en avait moins. Aujourd'hui, enfin, parce que ces dernières années, il y a eu, on a une dizaine de membres. D'accord, ça a été renfloué un petit peu. Mais c'est seulement ces dernières années. Donc, pour vous dire que c'est pas encore, voilà, le niveau c'est. Mais il y a encore dans ces 300 que je suis en train de citer, il faut compter ceux qui les aient plus. Il faut compter les aînés qui n'ont plus, voilà, qui travaillent, enfin, vous voyez, et les jeunes confrères, consoeurs qui viennent à peine les essais. Donc, dans les 300, vous avez à peine une centaine qui aujourd'hui font de l'architecture vraiment de façon active. Et même dans les 100, il y en a qu'on voit, donc on voit les noms. Donc, c'est pour dire aujourd'hui, comparé à 14 millions d'habitants et 300 architectes, vous imaginez, on peut se dire que, mais tiens, on se frotte les mains et que tout va bien. Mais non, quand on voit l'offre et la demande, il y a un gros souci. Donc là, c'est pas un métier lucratif, je veux dire. Par contre, il y en a qui, avec certains profils, qui ont un profil international, arrivent à s'en sortir, tirer le pain du jeu. Comment? Parce qu'il y en a qui ont les moyens quand même dans le pays, heureusement, qui font appel au service de ces architectes-là, qui ont une plus-value parce que ils se cultivent au jour le jour. Ils ont déjà fait l'étranger, donc ils ont une plus-value. Et encore, il y a d'autres agences internationales qui viennent aujourd'hui sur le Bénin, qui travaillent sur des projets ambitieux. Moi, aujourd'hui, on me demande de faire un stage. Si j'ai jamais fait de stage, je vais pas me dire que je vais travailler tout seul. Je vais faire appel à un architecte étranger qui en a fait. On va pour la raison d'expertise, qui a mettre l'expertise, et au bout de 2-3 projets comme ça, ben après, je prends mon envoi tout. C'est ça. Donc là, il y a cette tendance-là, mais seule l'architecture ne fait pas vivre son homme au Bénin. Ça, je le dis très clairement. Il faut avoir une activité connexe. Ok. Tu parlais, donc, avis à ceux qui veulent se lancer, vous savez, il faudrait être un peu patient, endurant, persévérant, stratège. C'est ça. Tu parlais tout à l'heure de tout ce qui est formation, on va dire capital humain, et je voulais savoir quel est ton avis, comment est-ce qu'on pourrait développer des politiques, parce que moi, je crois savoir qu'il y a une école régionale à Lomé depuis longtemps, le HAMO, si je me disais pas. Au-delà de ça, je sais pas qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la sous-région, en tout cas francophone. Mais manifestement, de ce que tu as dit, on a quand même un déficit au niveau des infrastructures éducatives. Comment tu penses que ce secteur-là pourrait être développé pour pouvoir bâtir le continent? Parce qu'on est en plein boom, en pleine croissance. Là, on construit un peu partout. Et ce serait bien qu'on ait à un moment une tendance inversée où on n'a plus autant de cabinets étrangers, il y en aura toujours, mais qu'il y a aussi plus d'architectes et de cabinets compétents localement. Comment tu vois les choses? Alors moi, je le vois sur deux volets. Sur deux volets parce que, vous savez, pour être architecte, il faut 5 ans d'études. Et comme on l'a dit tout à l'heure, 5 années de marinade pour être vraiment compétitif ou en tout cas travailler sur le marché dans 10 ans. Et je pense que les choses vont tellement vite en Afrique aujourd'hui, en Afrique subsaharienne, qu'il faudrait en fait qu'il y ait complémentarité. Okay. Alors l'école de l'UAMO, l'école africaine des métiers d'architecture et de urbanisme que tu as évoqué, déjà je pense que l'école fait très bien, c'est l'école la plus reconnue dans l'Afrique de l'Afrique occidentale aujourd'hui, qui est reconnue aussi, dont les diplômes sont reconnus aussi partout dans le monde. D'accord. Ouais, partout dans le monde. C'est pas mal. À deux choses près, on peut faire des équivalences, mais qui est bien reconnu. Je pense que l'école aujourd'hui a sa ligne directrice,
mais devrait aussi voir comment insérer en fait des curricula qui vont permettre en fait aux sortants, aux diplômés de pouvoir répondre en fait à la demande qui aujourd'hui a un niveau, à un cran vraiment énorme élevé. Donc ça c'est une chose. Deuxièmement, moi je pense que au niveau des États, je viens à l'échelle nationale, il y a une école publique qui forme en fait ceux qui amorcent le métier d'architecte, mais jusqu'à la licence. Ils forment juste la licence, donc licence 1, 2, 3. Ils font pas de master, donc après il faudra toujours aller à l'étranger pour finir ses études avant d'être architecte. Mais moi je pense qu'au-delà de ça, il faudra aujourd'hui que l'État puisse, je pense qu'ils ont amorcé cela, puisse faire des formations certifiantes. Des formations certifiantes où avec une notion de base, on a un bac où on peut avoir enclenché une série A, B, C, D, je sais pas. On peut aller faire des formations certifiantes comme le BTS, être assistant d'architecte, être collaborateur des cycles courts, ouais, parce que tout le monde n'a pas les moyens de faire 5 ans d'études. Les enfants sont même plus patients aujourd'hui, hein. Ils sont plus patients. Et ça coûte cher aujourd'hui. Je prends le cas de Lomé, c'est à 2 500 la scolarité, l'année, rien que la scolarité. Quand même. Bien sûr, ajouter le transport, l'hébergement, la nourriture. Tout le monde peut pas se permettre ça. Donc, tout le monde peut pas être architecte. C'est un métier noble encore dans la sous-région. Donc, ce qui m'amène à dire qu'il faudrait des formations certifiantes, et au lieu des formations diplômantes LMD. Donc là, 1 an, 2 ans, le gars, il a appris, à dessiner, à assister un architecte, ou même à citer un collaborateur d'architecte pour dégrossir un peu le boulot. Donc, et là, au-delà de ça c'est la partie études, la partie travaux. On peut avoir des diplômes certifiants qui forment peut-être un carreleur, un plombier, un plaquiste, un peintre, et qui puissent en fait satisfaire la demande qui est triade et qui est assez aujourd'hui exigeante. Parce que voilà, c'est pas parce que quand on habite dans une maison à 100 millions, la finition n'est pas celle qu'on a dans un palace ou dans tout ce qu'on voit aujourd'hui quand on a des absolument des établissements aujourd'hui qui sont qualifiés de palace. Absolument. C'est pas, on n'a pas les mêmes besoins tout de suite. Exactement. Par contre, pour poser un carreau, j'ai pas besoin de parler français. Mais je parle le dialecte du nord, du sud, de l'est ou de l'est. De toute façon, il y en a plein même, ils sont là, qui ont appris sur le tas. C'est juste qu'il faut professionnaliser un petit peu le travail ou ces gens-là. Parce que tu dis intéressant parce que ça pourrait même être un axe, idée de business, hein, vous savez que j'en fais tout le temps. Ça peut être un axe aussi pour développer, comme tu disais, des formations certifiantes dans nos langues aussi. C'est-à-dire, on en a en français, mais on va décliner peut-être en bariba, en baoulé, si c'est en Côte d'Ivoire, etc. Pour que tous ceux qui arrêtent l'école tôt, il y en a tellement aujourd'hui, le décrochage scolaire, c'est impressionnant, vraiment. Donc, ça peut permettre de récupérer les gens, de les former, tout en leur permettant de rester ancrés dans leur langue, ce qui parlent le mieux parce qu'ils sont pas allés plus loin à l'école. Et je pense qu'il y a là pour ceux qui veulent se lancer, il y a des chantiers, en tout cas, des chantiers, il y en a. Et là. Merci beaucoup pour ton apport et je pense que de toute façon, on est quand même assez suivi. Merci à tous ceux qui me suivent et ça pourrait donc tomber dans des oreilles qui favoriseraient ces choses-là. Nous, on serait contents que vous fassiez que vous ayez ce genre d'initiative. Si on y a contribué d'une manière ou d'une autre, même indirectement, ce sera déjà gagné pour l'Afrique. C'est ça, voilà. Merci Romain, qu'on s'achemine tout doucement vers la fin de notre entretien. Je voudrais te demander qui est ton entrepreneur préféré, ton rôle modèle, par curiosité. Alors, belle question. Je dirais mon entrepreneur préféré, qui en tout cas m'inspire aujourd'hui. Oui. Il y en a 2. Ok. Il y en a 2. L'un par sa perspective, enfin sa façon d'être perspicace et son courage, je veux dire, Dangote. Un monsieur qui malgré tout fait tout pour son pays, quand bien même les choses ne roulent pas comme il a heureusement d'ailleurs, mais on voit qu'il pousse et c'est cette niaque aussi. Cette envie d'aider le pays, de pousser les choses qui a fait en fait que nous on est rentrés. Quand on voit que ça se passe pas toujours comme on veut, parfois on peut vous mettre des bâtons dans les roues, même les vôtres. Hein. Mais ça commence d'abord par les que oui, c'est mon premier rôle, enfin rôle modèle en tant qu'entrepreneur. Et après il y a un autre aussi qui fait pareil. C'est Tony Limoilou. Donc j'ai un enfant d'être. En fait, lui au-delà en fait du business, qui est très brillant également, c'est ce côté Buffel. Un personal branding. À l'américaine, c'est à la branding. Oui, c'est pas américaine. Voilà, donc c'est ce côté-là qui me caractérise aussi, mais que moi j'ai dû faire un tout petit peu. Oui, mais parce que, justement, maintenant que tu le dis, moi, je crois un peu ça, toi, hein. Mais oui, naturellement, tu es un peu comme ça. Je le fais beaucoup. Je le faisais, je veux dire, mais bon, pour des raisons, je connais sans bien.
Il y a dû freiner parce que le Béninois étant le Béninois. Non, mais je sais de quoi je te parle, Régis. Je sais de quoi, c'est le moment d'en parler parce que c'est aussi, parce que c'est la réalité. C'est la réalité locale. Un Ivoirien ferait la même chose. Au contraire, on va le pousser à faire davantage. D'autres feront la même chose. Mais au Bénin, quand vous faites quelque chose que tout le monde ne fait pas, ben, directement, on voit le côté négatif. Ben, on dit, tu fais du show-off. Voilà, du show-off, alors que moi, montrer un peu ce côté, en fait, voilà, show-off, mais montrer l'achievement pour booster, en fait, et donner la motivation à nos jeunes frères et jeunes sœurs. C'est ça que moi, je veux que les gens lisent. Absolument. Et non, le côté où, tiens, il est en train de... Donner envie aux gens de se battre. De ce que nous c'est ce qu'il fait. Donc, c'est pas, moi, je dis que ces deux entrepreneurs m'inspirent beaucoup. Et puis, je pense que c'est le rôle modèle qu'il faut en Afrique aujourd'hui. Travailler, être percutant, et vraiment inspirer pour que nos jeunes frères et sœurs qui passent toute la journée en fait sur TikTok et autres, je dis pas que c'est mauvais, mais on peut utiliser ces réseaux-là pour retrouver les crédits. Monsieur, il fait des choses, voilà, au-delà du ludique, en fait, c'est des choses assez intéressantes, bien sûr, pour motiver d'autres générations. Absolument, absolument. Donc voilà, c'est de là que je peux t'essayer. Merci beaucoup. Oui, ce sont des gens très inspirants et je suis totalement d'accord avec toi. Il faut équilibrer. On ne peut pas bâtir nos nations uniquement avec le divertissement. Ça fait partie de la vie, mais il ne doit pas y avoir que ça. Et c'est assez paradoxal. Les gens se plaignent beaucoup. La jeunesse est aujourd'hui, elle-même, on dit, elle est fataliste, elle est désespérée, tout ce qu'on veut. Mais il y a beaucoup de jeunes qui se donnent pas les moyens d'avancer. Il faut qu'on soit réaliste. On fait ce qu'on peut pour accompagner les jeunes, mais il faut quand même se prendre en charge. On a beau faire des formations, même faire des choses gratuites. Moi, tu connais Apprendre à entreprendre, je viens de sortir la nouvelle édition pour vraiment mouler à partir de l'adolescence les jeux. Au-delà de ça, il faut que eux-mêmes se prennent un peu en charge. Alors, pour finir, deux petites questions rapidement. Dans 10 ans, Global Arcy Consult, tu te vois où? Bonne question. Alors, dans 10 ans, déjà, je pense que on est en train de mettre un pied déjà à l'étranger. Et je pense qu'on va continuer dans la même dynamique. Parce que le but, c'est pas de rester que sur le marché béninois. C'est l'Afrique. C'est l'Afrique. Donc, le marché béninois, il est petit, enfin, pour l'instant, il est petit pour nous, dans nos ambitions. Alors, dans 10 ans, c'est, de continuer dans cette progression et d'aller davantage à l'étranger, mais en Afrique subsaharienne. Je pense qu'on a déjà pas mal de pays à la fois, et de l'Ouest, à faire, elle aussi. Il y a beaucoup à faire. Et après ça, c'est d'arriver à être acheté de développeur. Ok. Ça veut dire quoi? Acheter développeur, en fait, c'est de développer, d'accord, soi-même, que ce soit en consortium ou enfin, en groupement. Ok. Qu'on puisse développer des projets immobiliers où le client, il vient acheter clé en main, où il vient acheter, où il paye par mois. Et puis, un peu comme ça se passe en 26 ans. C'est vraiment américain. Ça marche à l'étranger. Faut pas qu'on reste dans nos textes comme vous avez écrit il y a les années 60-70. Il faut qu'on puisse aujourd'hui évoluer parce que les banques aujourd'hui ne prêtent pas à des taux intéressants, 15-20%. Et vous gagnez combien pour pouvoir payer un prêt à 15%? Si tu vas mettre ta marge. Exactement. Donc, nous, aujourd'hui, c'est de se mettre ensemble avec des gens qui sont, voilà, intéressés, créer, en fait, un consortium, se mettre ensemble. Nous, on amène la matière grise. On a des partenaires, on met les choses sur la table, financiers, fonciers, matière grise, et puis le projet, ça peut avancer. Et là, je pense qu'on peut arriver à épouser le panier du citoyen lambda béninois et africain. La Fédération des énergies est importante. Nous, on travaille sur des projets qui prennent du temps parce que, comme tu viens de dire, il faut bien structurer ce genre de projet. Mais c'est toujours dans la même dynamique de fédération d'énergie parce qu'on peut aller très vite ensemble. Surtout quand on est dans des environnements où il n'y a pas beaucoup de levier. Si tu devais donner un seul conseil à un jeune qui veut entreprendre dans n'importe quel domaine, parfois je demande 3, parfois je demande 1. Je voudrais te demander de choisir un seul conseil. Tu dirais quoi? Un jeune qui se lance, qui a des doutes, ou peut-être c'est difficile pour lui, ou peut-être qu'il avance déjà, mais il a besoin de passer un cap. Qu'est-ce que tu te dis? Alors, un jeune qui a envie de se lancer ou qui n'aimait pas encore lancer, il y a des idées. Moi, ce que je lui dis, c'est de se lancer. Je suis capable de se jeter dans la mare. Ce qui est sûr, soit tu vas plonger. Bon, je pense que avant que tu ne plonges, il y a des gens autour de toi. C'est comme aller à la piscine, au du moins. Il y a le maître nageur qui est là, il va te ressortir. Et ça, tu vas apprendre. Et ça va d'ailleurs te motiver à vite apprendre. Mais c'est de se lancer, mais de surtout innover et de chercher à avoir le plus-value. Quand on vient sur un marché, c'est de benchmarker déjà ce qu'il y a autour, savoir ses concurrents, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils proposent comme produit et qu'est-ce que vous pouvez apporter de plus-value, en fait de plus, pour le dépasser et que ces clients même puissent le laisser venir vers vous. Et le faire bien et non pas le faire en fait de façon négative. Parce que ça aussi, ça peut amener des ondes négatives.
mais bien le faire et le fait toujours royalement, même si dans le business, il y a toujours des pots foireux, mais d'être positif, innover et toujours se dire qu'on a une plus-value à apporter et ne pas lâcher. Merci beaucoup pour ce conseil. De rien. Do it now. Moi, je dis que now, ça veut dire name of the weavers. Les gagnants agissent maintenant. Et je veux vous inviter, surtout pour ceux qui aiment la musique urbaine, à retenir ceci. Je reste à la droite ligne de ce que Romaric a dit, je m'aligne. Si t'attends l'argent, le financement. Si t'attends les gens, leur consentement. Si t'attends le chant, libre le sentiment que c'est le bon moment, tu bougeras pas d'un centimètre. C'est un extrait de la chanson aujourd'hui de mon album de développement personnel Soya Rock, de la musique urbaine mais avec des thématiques de développement personnel. Vous aurez le temps de découvrir davantage. Vous pouvez toujours aller streamer ça. Et c'est vraiment pour que les gens comprennent que la procrastination, c'est l'ennemi numéro 1 de tous ceux qui ont des entrepreneurs, pas entrepreneurs. Tu peux être cadre, tu peux être, peu importe. Donc, suivez ce conseil, ça vous fera forcément du bien. Tu commences où tu es avec ce que tu as comme tu peux et progressivement tu t'adaptes. Ça. Bon, merci beaucoup à toi, Romain. C'est moi qui te remercie, Régis. Pour cette invitation. Ça a été un plaisir d'échanger sur un sujet dont on ne parle pas forcément beaucoup. L'architecture, on voit de plus en plus l'architecture présente dans nos vies, mais on en parle pas souvent. Et pour moi, c'est important de donner justement la parole aux acteurs de tout ce qui fait vivre et vibrer une société. Et l'architecture en fait partie. Donc, merci d'avoir valablement représenté les architectes africains aujourd'hui. On te souhaite une ascension encore plus fulgurante pour qu'on puisse dire bientôt que tu es un star architecte dans les magazines mondiaux, d'accord? Il apparaît déjà, mais vraiment avec l'étiquette star architecte, c'est un plaisir et merci à vous de nous avoir suivis. Si vous avez aimé cet épisode, et je suis sûr que vous en sortez raguerdine, mettez un petit like, partagez parce que de toute façon, pas garder les bonnes choses que pour soi. En attendant qu'on se retrouve pour un nouveau numéro, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi surtout de votre mind. Rêvons, osons, créons, soyons